Les gens ne sont pas satisfaits de la CMU. Alors, donc on parle de la CMU, on nous dit 18 millions d'enrôlés. Mais 18 millions d'enrôlés, ce ne sont pas 18 millions de bénéficiaires. Il faut faire la différence. Donc la CMU ne marche pas. La CMU, c'est une politique publique, et une politique publique, logiquement, on n'a même pas besoin de faire la publicité de cette, parce qu'elle est censée aider les populations à avoir accès aux soins. Mais si les populations boudent cette politique sociale, cette politique publique, c'est qu'il y a un problème. On va parler de façon concrète, de façon technique, comment on crée des emplois. Comment on rend les entreprises compétitives? Moi, je veux aller sur cette thématique-là. Alors, évidemment, ceux qui ont ces coalitions, bon, ça ne me dérange pas, mais je pense que, moi, déjà, à la base, je suis de gauche. Mais la gauche de gouvernement, idéologiquement, je suis proche de Laurent Gbagbo. Idéologiquement, je me suis nourri aux idées de Laurent Gbagbo. Quand je parle de politique sociale, je me réfère à lui. Donc, Laurent Gbagbo, c'est un référent politique, enfin pas politique, mais idéologique pour moi. Pour moi, Laurent Gbagbo reste une école de pensée. Et chacun peut aller à cette école-là. Voyez-vous, même le président Ouattara est allé à l'école de Laurent Gbagbo. Parce que la CMU, elle vient de l'AMU. Je rappelle, ça je le dis toujours, quand à partir de 1990, toute l'Afrique subsaharienne était dans ce qu'on appelle la mutualité sociale de santé, tout le monde voulait la santé communautaire. Non, Laurent Gbagbo a dit, moi je veux l'assurance maladie, c'est-à-dire la mutualisation au plan national des ressources financières et de tous les risques maladie. Donc je veux une solidarité nationale pour financer l'assurance maladie. Les gens ont trouvé qu'il était... Parce qu'il ramait à contre-courant. On se demandait, mais ce gars, qu'est-ce qu'il veut? Parce que tout le monde dit, non, ça ne peut pas marcher, il faut aller à la mutualité sociale de santé. Lui a dit non. Est-ce que vous percevez un peu la vision? C'est énorme. C'est-à-dire que moi, je suis séduit par ce monsieur. Quand il a pu voir des choses qui allaient venir, mais peut-être 30 ans après, il a dit, c'est ce que je veux. Et dans le rapport 2010 de l'OMS, l'OMS a consacré à plébisciter l'assurance maladie telle que la voulait Laurent Gbagbo. Et juste après le rapport 2010 de l'OMS, tout le monde peut lire le rapport 2010 de l'OMS. En 2012, l'Assemblée générale de l'ONU parle de couverture santé universelle. Donc, elle intègre l'assurance maladie. Il n'y a pas que l'assurance maladie, la couverture santé universelle. Mais l'assurance maladie est en bonne place. Parce que l'ONU dit qu'il faut une mutualisation de toutes les ressources, il faut une solidarité nationale pour financer la santé. Là encore, Laurent Gbagbo a raison. Voyez-vous? Donc, c'est sa vision. Mais tout le monde est revenu à cette vision. Donc, c'est un nombre de visions. S'il n'est pas à cette élection, moi, je pense que le débat ne sera même pas intéressant. Il faut qu'il soit à cette élection. C'est important pour le débat public. Laurent Gbagbo est venu, il a nationalisé, ou il a transformé en banque la Caisse autonome d'amortissement, qui était la CAA. Il l'a transformé en Banque nationale d'investissement, BNI. Le président Ouattara a voulu liquider cette banque. Il a dit devant le patronat français que non, l'État n'a rien à voir dans le système bancaire. Moi, je vais liquider. Ou bien je vais vendre, ou je ne sais pas, je vais privatiser. Mais est-ce qu'il l'a fait? Le président Ouattara est arrivé, il n'a pas privatisé la BNI. Elle est encore là. Ça aussi, c'est de la vision. Donc, je pense que ce monsieur doit être quand même à cette élection présidentielle parce qu'il a des idées. Alors, quand tu as dit que j'ai des idées proches de Laurent Gbagbo et je suis candidat, bon, on verra. Peut-être il faut me poser la question quand Laurent Gbagbo sera rétabli, quand il sera sur la liste électorale et quand il sera candidat. Après, il faut me poser la question, je donnerai une réponse. Pour l'instant, j'estime qu'il doit être sur la liste électorale, j'estime qu'il doit être à ces élections-là. Parce que c'est une vision à part entière de la Côte d'Ivoire qu'incarne Laurent Gbagbo. On ne peut pas tous faire la même chose.
C'est-à-dire, moi je suis d'accord, hein, ceux qui bataillent pour une CEI impartiale, je suis d'accord, moi je les soutiens, hein, je suis bien d'accord, mais il faut qu'il y ait aussi des gens qui parlent d'autres choses. C'est ça aussi une élection présidentielle. Une élection présidentielle, c'est un marché, c'est une foire où tout le monde se croise, chacun vient avec ce qu'il a à vendre. Donc, moi je suis d'accord avec ce qu'ils font, mais moi aussi, il y a des sujets qui me tiennent à cœur. Voyez-vous, moi j'ai des sujets qui me tiennent à cœur. Je veux qu'on se penche sur l'aspect technique de toutes les politiques publiques parce que c'est essentiel. Comment on crée des emplois? C'est important. On ne va pas venir financer des projets comme ça. Financer des projets, ça arrive. C'est la dernière. Le financement des projets arrive en dernière position dans la classification des politiques actives d'emploi. Donc ce n'est pas une politique ambitieuse. Comment on peut créer des emplois si on ne touche pas au droit social en Côte d'Ivoire? Il faut réformer le droit social. D'autant plus que ces réformes-là ne coûtent pas de l'argent. Il faut réformer le droit social. On ne l'a jamais fait. Regardez en Côte d'Ivoire, il y a 2 grands contrats de droit commun. Le CDD, enfin le CDI, il y a un seul contrat de droit commun et un seul contrat d'exception, qui est le CDD, à thème précis et imprécis. Mais ça veut dire que le CDD est plafonné à 24 mois. Le jeune qui arrive dans une entreprise, il fait ses 24 mois. Mais il se trouve que le jeune, il est arrivé au bout de son CDD. Et l'entreprise, je vous rappelle, c'est une parenthèse, aujourd'hui le CDD est coûteux. C'est-à-dire que quand vous finissez votre CDD, l'entreprise doit vous payer 3% de vos salaires bruts, de l'ensemble des salaires bruts, en plus de votre salaire du mois qu'il va vous payer. Donc pour l'entreprise, aujourd'hui, le CDD est devenu cher. C'est coûteux. Donc, mais quand même, une entreprise qui embauche un jeune en CDD, à la fin, si l'entreprise a encore du travail, cette entreprise ne peut pas continuer avec ce jeune. Parce que si elle continue, ce CDD se transforme en CDI. Qu'est-ce que font les entreprises? Elles vont libérer le jeune, recruter un autre jeune pour le même poste, alors que c'est interdit par le droit du travail. Mais c'est ce que font les entreprises. Mais elles le font parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Vous comprenez? Nous sommes dans un système où tous les 5 ans, il y a des problèmes. Les élections présidentielles ont une influence sur l'économie. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai dit que les entreprises qui voulaient embaucher en CDI, mais qui vont retarder, vont suspendre cette décision. Donc, si déjà en 2023, ou bien déjà là, en ce moment, l'entreprise a un jeune qui arrive à la fin du CDD, vous croyez que l'entreprise va lui donner un CDI, sachant que c'est possible d'avoir une crise post-électorale? Et après, elle peut se retrouver dans les difficultés. Donc, elle va suspendre. Ça pour dire que notre droit du travail n'est pas adapté à notre situation. Il faut réformer. Et moi, je propose ce que j'appelle le CFDD, le contrat flexible à durée déterminée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera un contrat qui sera entre le CDD et le CDI. Et je l'explique dans mon programme, mais je ne peux pas, parce qu'il y a pas mal de détails, je ne vais pas en parler là, mais ce que je peux dire, c'est que un jeune, par exemple, qui finit son CDD de 24 mois et que l'entreprise a toujours besoin de lui, l'entreprise a encore des contrats ou alors du travail pour lui pendant 1 an ou 2 ans, l'entreprise va le garder, mais l'entreprise va lui faire signer, au lieu du CDI, tout de suite, l'entreprise va lui faire signer un CFDD qui est plafonné à 60 mois, c'est-à-dire 5 ans. Donc, et quand l'entreprise du CDD va directement au CFDD, l'entreprise ne paye plus les 3% de prime de précarité. L'entreprise va continuer avec le jeune, mais avec un nouveau contrat. Donc le jeune, il a encore une entreprise, et l'entreprise n'est pas, il est toujours en règle vis-à-vis du Code du travail. Vous voyez? Et l'entreprise, à tout moment, c'est-à-dire que dans ce CFD 60 mois, le tiers de ce CFDD est une période de sécurité. C'est-à-dire que l'entreprise ne pourra pas arrêter ce CFDD. Et après, le tiers, l'entreprise peut arrêter ce CFDD, mais doit respecter un délai de prévenance. C'est ce que l'enfant, le travailleur qui est en CFDD, est les 5 ans. Après, maintenant, si l'entreprise veut le libérer, l'entreprise va payer, maintenant, c'est en ce moment que l'entreprise va payer
la prime de précarité. Mais dans cette disposition, le CDD n'est plus plafonné à 24 mois, mais à 12 mois, selon ma proposition. Ça va apporter quoi? De la flexibilité. Ça va apporter moins de tensions dans les entreprises. Ça va faire que les entreprises... Parce qu'aujourd'hui, moi, je fais un choix. Notre marché du travail ne crée pas d'emploi formel. Parce que les entreprises ont peur du CDI. Parce que c'est un engagement de longue durée. Donc, elles jonglent comme ça. Il y a des entreprises même qui embauchent, qui prennent des jeunes en stage. Parce qu'aujourd'hui, le CFDD, enfin le CDD est coûteux, comme je vous l'ai dit, il faut payer 3% comme prime de précarité. Donc il y a des entreprises qui embauchent, qui n'embauchent pas, mais qui prennent les jeunes en stage. Et le stage, il est plafonné à 12 mois en Côte d'Ivoire. Et quand le jeune finit le stage, l'entreprise va le faire patienter. Non, on est en train d'étudier ton dossier, il faut attendre. Pendant ce temps, le jeune, il va toujours au travail, on lui donne toujours sa prime de stage. Mais il espère avoir le CDI. Au bout du compte, il y a des jeunes qui arrivent à décrocher un poste. Et qui arrivent à décrocher un poste, mais il y a des jeunes qui n'arrivent pas à décrocher un poste et après, on les libère. Mais ils auront travaillé pour l'entreprise, mais pratiquement gratuitement, parce qu'ils sont exploités. Je n'accuse pas les entreprises, mais c'est parce que les entreprises ne sont pas protégées par un droit du travail qui va leur donner de la flexibilité. Si vous êtes chef d'entreprise, vous embauchez un jeune en CDD, à la fin du CDD, vous êtes embêté parce qu'il y a encore du boulot. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le gardez? Si vous le gardez encore, le CDD peut se transformer en CDI. Alors, ce que vous allez faire, vous allez le libérer pour embaucher un autre jeune. Déjà, c'est contraire à la loi. Mais vous n'avez pas le choix. Mais vous perdez de l'argent parce que le nouveau jeune qui va venir, il faut que vous le formez sur le poste. Donc ça vous retarde. Il n'est pas productif tout de suite. Il y a tout ça qui se propose au monde de l'entreprise. Donc moi, je pense qu'en plus de la TVA sociale que je propose pour réduire les charges sociales des entreprises, je pense que le CFDD va apporter de la flexibilité dans notre code du travail pour que les entreprises puissent embaucher facilement. Moi, je suis que pour que les jeunes aient facilement du travail et qu'après, quand il n'y a plus du travail, qu'on les libère, qu'il n'y ait pas du tout du travail. C'est ce que je préfère. Ça reste un problème aussi, parce qu'on demande l'expérience. Mais comment le jeune peut avoir de l'expérience? Il y a des étudiants qui sont en sciences économiques qui n'ont jamais fait de stage. C'est incroyable. Il y a des étudiants qui rédigent leur mémoire de master sans avoir fait un stage. Ce n'est pas normal. Moi, je pense qu'il faut que l'État prenne le dessus. Il faut que l'État prenne tout en main. C'est-à-dire que je fais d'ailleurs dans mon programme, je propose que l'État, par exemple, rémunère tous les stages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un nouveau décret sur les stages, il est dit que l'entreprise doit donner la moitié, je crois, du salaire brut aux jeunes. Si c'est un salaire, c'est un emploi c'est un emploi de 300 000 francs CFA, l'entreprise doit donner 150 000 francs. Mais si l'entreprise a 5 stagiaires comme ça, c'est pas facile. Bon, il y a des entreprises, comme elles veulent respecter la loi, elles ne peuvent pas donner ce salaire, donc elles ne prennent pas les jeunes en stage. Il y a des jeunes qui ont du mal même à avoir un stage de validation de diplôme. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 types de stages. Stage de validation de diplôme et stage d'expérience. Donc, il faut permettre aux jeunes d'avoir accès à l'entreprise, d'avoir des stages. C'est important. Et l'État doit, si on a dépensé 600 milliards de francs CFA dans la canne, pourquoi on ne peut pas dépenser de l'argent chaque an pour financer les stages des jeunes, pour qu'ils puissent avoir de l'expérience? C'est important. Donc l'État doit le faire. Moi, je suis pour que l'État, qu'on dépense de l'argent public pour les ivrognes. C'est tout ça l'investissement dans le capital humain. C'est tout ça l'investissement. Il faut que l'État dépense de l'argent, beaucoup d'argent pour former les jeunes. Je propose par exemple que l'État attribue 10%, plus de 10% des emplois aux personnes handicapées. J'appelle ça de la discrimination positive. C'est-à-dire que les personnes handicapées qui remplissent les conditions, qui ont le même diplôme et tout, mais qui ne peuvent pas avoir un emploi,
il faut que l'État les emploie dans la fonction publique et que les entreprises privées qui les embauchent, au-delà, parce que la loi prévoit des réductions des charges sociales, mais il faut que ces entreprises-là aient des crédits d'impôt. Il faut leur donner de l'argent parce qu'elles emploient des personnes handicapées. C'est cela aussi, lutter contre la discrimination. Aujourd'hui, on recrute ces personnes handicapées à la fonction publique, mais c'est 200, 300 par an. Or, il y a autour de 15 000 postes dans la fonction publique. Si on attribue 10%, je crois qu'on est à 1500 postes, ou si mes calculs sont bons. Mais on a quand même, on peut insérer ces personnes handicapées. Voyez-vous? Je propose par exemple le programme RSU. Le programme RSU qui est l'emploi responsable, solidaire, social, solidaire et universel. Qui a 5 dispositifs, c'est-à-dire qu'on va financer des projets. Je suis d'accord, il faut financer des projets, mais les projets qu'on doit financer, il faut qu'il y ait un apport des jeunes pour qui on va financer le projet. Mais si le jeune n'a pas d'apport, on va le mettre dans ce que j'appelle un emploi relais pour travailler et économiser. Et les entreprises qui vont fournir ces emplois relais auront un crédit d'impôt. Vous voyez, moi je déballe. Il y en a qui disent qu'ils ne parleront pas de leur programme aujourd'hui parce qu'ils ont peur qu'on les prenne. Moi, je veux qu'on récupère mes idées. Ceux qui peuvent prendre mes idées, qu'ils les prennent. Parce que je veux que mes idées gouvernent avec ou sans moi. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Voyez-vous, un jeune qui finit l'université ou bien qui fait ses études, il a un projet de 5 millions, on lui donne les 5 millions entièrement. Vous croyez que il n'a pas fait de sacrifice, il n'a pas d'apport, il fait ce qu'il veut. S'il a perdu cet argent, ce n'est pas son problème. On a vu le cas de Goutigui. Donc il faut un apport. Maintenant, celui qui n'a pas d'apport, on va le placer dans un emploi relais. C'est-à-dire que les entreprises, on va inciter les entreprises, moyennant un crédit d'impôt, dans leur effectif de garder des emplois relais. C'est comme aujourd'hui, il y a des entreprises, que ce soit en France ou en Allemagne, il y a des entreprises qui ont des emplois juste pour l'alternance. C'est-à-dire que les étudiants qui veulent faire des diplômes en alternance, ces emplois leur sont réservés. Donc, dans toutes les entreprises, on peut faire en sorte que ces entreprises-là aient des emplois relais pour ceux qui n'ont pas les moyens de financer leur projet. On va les placer dans ce genre d'emploi, et on va mettre en place un plan d'épargne. Et si le jeune a un projet d'1 million, il doit lui-même apporter 300 000 francs, 300 et quelques mille francs. On va le mettre dans un emploi relais, il va travailler et économiser. Même si c'est 30 000 francs par mois, il va économiser, avoir le tiers du coût de son projet. Et en ce moment, on finance son projet, on ne lui donne pas de l'argent, mais on va tout financer. S'il doit prendre un magasin commercial, on va le faire, et puis il va s'installer. Mais un jeune qui a apporté quelque chose dans son projet, de l'argent, il va le prendre au sérieux. À quoi ça sert de financer des projets sans apport? Et puis, c'est vrai, il faut financer des projets, mais moi, je suis sûr aussi sur ce que j'appelle l'aide au développement des entreprises. Il faut financer des entreprises qui existent déjà. C'est un avantage de le faire. Parce qu'une entreprise qui existe déjà, le gérant ou le patron de cette entreprise a l'expérience de la gestion. Mais, je prends un exemple, vous avez une entreprise informatique, vous voulez agrandir votre entreprise, vous voulez acquérir de nouveaux logiciels, mais vous n'avez pas les moyens. Mais l'État peut vous prêter, à travers le fonds RSU, l'État peut vous prêter de l'argent à taux préférentiel, on va dire à taux zéro. Vous pouvez rembourser sur un certain nombre d'années pour que vous agrandissiez votre entreprise, mais avec un plan d'embauche. C'est-à-dire que si vous agrandissez votre entreprise, combien d'emplois vous pouvez créer? Et une des conditions, c'est d'être dans le formel. Ça aussi, ça va permettre aux entreprises de se formaliser. C'est-à-dire qu'une entreprise, vous avez une entreprise dans l'informel, vous voulez l'agrandir, vous avez besoin de 20 millions, vous n'avez pas l'argent. Vous allez solliciter, on va vous dire, monsieur, quels sont vos comptes? Donnez-nous vos papiers qui prouvent que vous payez vos impôts, vous supportez vos charges, et vous avez une comptabilité normale. Mais si vous voulez vraiment cet argent, vous voulez développer votre entreprise, vous allez vous mettre en règle. Et après, vous venez solliciter ce fonds. On va vous prêter de l'argent. Et je pense même que c'est plus intéressant de prêter de l'argent
aux personnes qui ont déjà des entreprises pour développer leurs entreprises. Parce que ces personnes ont déjà l'expérience. C'est plus risqué de prêter de l'argent à quelqu'un qui sort de l'université. Parce que moi, je pense que, par exemple, quand on finit ses études, on a vocation d'abord à travailler, à occuper un emploi salarié. Et après, si on a l'expérience dans son domaine, on peut créer son entreprise. Aujourd'hui, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on finance des projets pour des jeunes qui sortent de l'université, aucune expérience dans leur domaine, et ils ne savent même pas gérer un budget, ils ne savent même pas gérer un salaire, et on leur donne de l'argent, mais ils vont faire la vie, et ils vont confondre chiffre d'affaires et bénéfices, et après, ils mettent la clé sous le paillasson. Donc, moi, je veux un financement de projet, mais d'abord, je veux privilégier ceux qui ont déjà des entreprises pour leur permettre de développer leurs entreprises. Déjà, 3 mandats, je trouve que c'est trop. Moi, ma candidature est pro-alternance. Je pense que le RHDP d'ailleurs doit partir. Le président Ouattara, moi, quand je regarde les infrastructures, mais il a fait du boulot. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut interroger l'efficacité de ces infrastructures, parce que je vois qu'on construit des ponts, des échangeurs à Abidjan, mais il faut avoir le calcul socio-économique. C'est-à-dire que quand on construit des infrastructures routières, il y a ce qu'on appelle le calcul socio-économique. C'est une sorte d'évaluation de ces infrastructures-là, pour voir l'efficacité, pour voir l'efficience, c'est-à-dire l'efficacité pour savoir est-ce que les objectifs sont atteints. À Abidjan, on construit des infrastructures, mais je crois qu'il y a un but. Le but n'est pas d'embellir. Si c'est pour embellir Abidjan, oui, Abidjan, c'est une belle ville. Moi, je suis fier. Merci, Monsieur le Président Ouattara. Mais est-ce que, pour autant, on a réduit les bouchons, les embouteillages à Abidjan? Parce que ça, c'est un des objectifs. On n'a pas réduit. On fait tout, mais on n'a pas réduit. Ça veut dire que soit il faut transférer effectivement la capitale à Yamoussoukro, soit il faut étendre la ville d'Abidjan. C'est-à-dire qu'il faut délocaliser certains pôles administratifs, certains ministères dans les villes comme Anyama. Ça veut dire que quand on le fait aussi, il faut qu'on ait un système de transport très très performant. Évidemment, si on a le métro, mais le métro à lui seul ne va pas suffire. Mais il faut en tout cas aller à la périphérie d'Abidjan pour construire, transférer des pôles administratifs là-bas, pour décongestionner. Parce qu'on a beau superposer les échangeurs, les ponts, je vous assure qu'il y a toujours les bouchons à Abidjan. Donc, on n'a pas atteint cet objectif-là, qui est de réduire les bouchons, les embouteillages à Abidjan. Maintenant, après, il y a la question de l'efficience. Par rapport, il ne faut pas oublier qu'à la fin de cette année, on aura autour de 34 000 milliards de dettes. Est-ce que ce qui a été construit en termes d'efficience, c'est-à-dire qu'en termes de rapport coût, nombre d'infrastructures ou qualité des infrastructures, est-ce que le compte est bon? Mais tout ça, c'est le calcul socio-économique qui peut le déterminer. Moi, je n'ai pas encore lu un calcul socio-économique de l'État de Côte d'Ivoire sur toutes ces infrastructures. J'attends encore, comme je n'ai pas encore vu une évaluation de la CMU. Parce qu'on doit faire de l'évaluation un mode de fonctionnement. Quand vous mettez en place une politique publique, il faut l'évaluer. Et il faut rendre les résultats publics. Mais vous savez que ça ne marche pas, mais vous faites de la propagande pour démontrer que ça marche. Non. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut revoir. Il faut revoir cette politique-là. Donc, les infrastructures sont là. Elles appartiennent à la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, c'est un bâtisseur de ce point de vue. Mais le président Ouattara n'est pas un réformateur. Parce qu'il n'a pas réformé, par exemple, l'économie. Notre économie, je l'ai dit, est informelle. À 90%. Il est venu trouver cette structure de l'économie. Et après 10 ans, 15 ans, on est encore dans une économie informelle. Or, les pays développés ont en commun l'économie formelle. Les pays en voie de développement ont en commun l'économie informelle. Donc, si vous voulez développer, il faut formaliser. C'est une évidence. Si vous ne le faites pas, vous allez faire toutes sortes de réformes, vous n'allez jamais développer. Ce n'est pas possible. Parce que pour être développé, il faut avoir une économie formelle. C'est une économie formelle qui peut être résiliente, ne serait-ce qu'à moyen terme. Si vous avez une économie informelle, elle ne sera résiliente qu'à court terme. C'est-à-dire que vous pouvez supporter des chocs intérieurs ou extérieurs sur une courte période, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais si cette crise, on a vu avec la crise, il y a eu un choc extérieur, la guerre civile, mais comment ça a pratiquement
tout bousillé dans notre pays. Donc, il faut réformer. Et de ce point de vue, le président Ouattara, je suis désolé, mais il n'a pas été un réformateur. L'école ivoirienne est dominée par le privé, il n'a pas réformé. La santé, on construit des infrastructures sanitaires, mais de l'autre côté, l'offre de soins, enfin la demande de soins n'existe pas, parce que la CMU n'est pas efficace. Donc, il n'y a pas eu de réforme. Il n'y a pas eu de réforme et je pense que c'est le but en fait de ma candidature. C'est de proposer des réformes structurelles ou des réformes, on va dire, stratégiques. Le fait que l'école publique domine notre système éducatif, c'est une réforme stratégique parce que ça fait que les Ivoiriens des pauvres iront à l'école. Il y a des Ivoiriens qui sont intelligents, mais comme ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas aller à l'école. Ou alors ils sont orientés. Aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui sont orientés dans des filières qui n'ont pas demandé. Donc, ils vont aller à l'école comme ça, alors que ce n'est pas leur vocation. Je veux dire qu'il faut réformer. Il faut réformer, il faut réformer. Et moi, je propose des solutions techniques pour réformer. Moi, je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire ait un problème de réconciliation. Parce que, vous savez, la réconciliation est devenue un fonds de commerce pour ceux qui, selon moi, n'ont pas d'idée. Tout le temps, on parle de réconciliation. Mais allez-y à Bobo, vous allez voir que les Ivoiriens du RHDP sont dans les mêmes cours communes que les Ivoiriens du PPACI. Ils prennent les mêmes baka, les mêmes woro-woro, les mêmes taxis. Est-ce qu'ils se battent tout le temps? Mais non, sans doute qu'il y a un problème entre les politiques, mais pas les populations. Donc moi, personnellement, et puis la meilleure façon de réconcilier les populations, c'est lutter contre la pauvreté. C'est-à-dire que celui qui est pauvre n'est pas en paix avec lui-même, il n'est pas réconcilié avec lui-même. Mais s'il n'est pas réconcilié avec lui-même, mais il ne peut pas te réconcilier avec quelqu'un d'autre. Celui qui n'arrive pas à payer l'école, les cours de son enfant, il s'en veut, mais il n'a pas d'argent, il accepte. Donc il s'en veut. Donc il n'est pas en paix avec lui-même. Il n'est pas réconcilié avec lui-même. Vous croyez qu'il va être réconcilié avec quelqu'un d'autre? Donc lutter contre la pauvreté permet de lutter, ou d'avoir cette réconciliation. Moi je pense. Maintenant, vous savez, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, ceux qui étaient dans l'opposition parlaient de réconciliation. Il y a eu un forum de la réconciliation. Qu'est-ce que ça a donné? Jusqu'à présent, on parle toujours de réconciliation. Aujourd'hui, ceux qui étaient au pouvoir sont dans l'opposition, ils parlent de réconciliation. Écoutez, moi, je suis à gauche, je critique le pouvoir, mais je pense que les Ivoiriens n'ont pas de problème de réconciliation. Le problème que les Ivoiriens ont, ils ont un problème de pauvreté. Et je pense que le président Ouattara n'a pas suffisamment lutté contre la pauvreté. Et il est clair que la Côte d'Ivoire est lourdement endettée. Alors, j'entends souvent dire que la Côte d'Ivoire a une dette, une situation d'endettement modérée. Et donc, moi, je dis que la Côte d'Ivoire est lourdement endettée. Parce qu'aujourd'hui, selon la loi de finances 2025, la Côte d'Ivoire dépense 75% de ses ressources propres, c'est-à-dire que les recettes fiscales dans le remboursement de la dette. Mais c'est-à-dire que vous, si quelqu'un rembourse et dans son salaire, il prend 75% pour rembourser sa dette, c'est qu'il a un problème. Alors, on ne parle pas de surendettement, pourquoi? Je ne peux pas dire que la Côte d'Ivoire est surendettée et personne ne peut dire que la Côte d'Ivoire est surendettée. Pourquoi? Parce que quand on prend les particuliers, le surendettement est une notion juridique, d'abord, qui part de l'acceptation de celui qui est ou alors de l'aveu de celui qui est du débiteur. Il faut que lui-même reconnaisse qu'il est endetté et il le dit ouvertement. C'est-à-dire que prenez un particulier, vous êtes endetté, vous devez de l'argent à quelqu'un. Si vous voulez être considéré comme surendetté, dans les pays en Allemagne, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, enfin en France, vous faites une demande dans un service de surendettement pour qu'on vous accorde la qualité de surendetté. Et c'est un juge qui donne la définition. Ça, c'est au niveau des particuliers. Qui dit qui rend un jugement, qui dit que, voilà, au regard des dossiers que vous avez fournis, vous êtes surendetté. En ce moment, tous les prélèvements s'arrêtent, il y a un plan de remboursement qui se met en place. Donc, la notion de surendettement, c'est une notion juridique qui concerne les particuliers. Donc, tant que vous-même, vous n'avez pas dit que vous êtes endetté, personne ne dira que vous êtes endetté. C'est-à-dire que si moi, je dois de l'argent à quelqu'un, que je ne dis pas que je suis surendetté, mais si je ne paye pas à échéance, il trouvera que je suis de mauvaise foi.
Mais c'est quand je vais lui dire que je suis surendetté, je ne pourrai pas payer, effectivement, il peut comprendre. Mais si je ne paye pas, il trouvera que je suis de mauvaise foi. Pour les États, ça n'existe pas, mais pour être considéré comme surendetté, il faut que l'État lui-même le dise. Mais pourquoi les États ne le disent pas, le surendettement? Parce que quand vous le dites, le marché vous est fermé. Le marché du crédit vous est fermé. Donc les États ne le disent pas. Et tout de suite, quand vous le dites, les agents de notation vous notent mal. Donc, la Côte d'Ivoire ne va jamais dire qu'elle est surendettée. Parce que si elle le dit, elle ne va plus avoir de prêts. Parce qu'on va lui fermer les portes du marché du crédit. Donc elle ne va pas le dire. Mais on sait très bien que dépenser 75% de ses recettes fiscales dans le remboursement de sa dette, mais c'est lourd. Ça veut dire qu'on a une dette qui est difficile. Mais vous savez que les agents de notation, tant que vous remboursez, elles vont considérer que votre capacité de remboursement est intacte. Parce que il y a le fait de reconnaître. Mais le deuxième aspect, l'autre aspect, c'est que vous ne reconnaissez pas, mais vous avez un défaut de paiement. Ça aussi, on peut considérer que vous êtes surendetté. Même dans ce cas, vous devez, si vous avez un défaut de paiement, vous devez donner les raisons. Et en général, vous êtes obligé de dire que vous êtes surendetté. Donc, le surendettement, d'abord, il faut qu'il ait un consentement. Il faut que le débiteur lui-même reconnaisse qu'il en est et qu'il le dise. Donc, comme la Côte d'Ivoire ne l'a pas dit, on considère que la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Mais avoir un tel ratio du service de la dette sur les recettes fiscales, je pense que... Et puis les 34 000 milliards bientôt qu'on va atteindre, on ne les a jamais atteints. Alors, il y a les infrastructures routières, je suis d'accord, il y a les écoles, il y a tout ce qu'on a construit. Et je dis merci, Monsieur le Président, mais il y avait quand même de la place pour réformer les autres politiques publiques. On ne l'a pas fait. J'imagine que, je crois que tout ce qui a été fait comme infrastructure ne vaut pas la moitié de cet endettement. À un moment donné, on s'endette pour consommer. À un moment donné, on s'endette pour rembourser les autres dettes. Parce que, qu'est-ce que fait aujourd'hui la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire fait ce qu'on appelle de la gestion proactive de la dette. Proactive, ça veut dire qu'on anticipe. Mais on anticipe quand on voit un danger à l'horizon. Donc, la gestion proactive de la dette n'existait pas avant la crise de la dette des années 80. Ça n'existait pas. Mais la communauté financière internationale a mis en place ce dispositif pour éviter les défauts de paiement. Parce que quand un pays est endetté qui ne peut pas rembourser, ce sont ses créanciers et les pays où sont ses créanciers qui sont en difficulté. Donc, on met en place ce système-là pour que les gens puissent toujours rembourser. Mais en fait, la Côte d'Ivoire aujourd'hui fait du reprofilage. Le reprofilage, c'est de ce qu'on appelle le refinancement. Ça, c'est pour les pays. Mais vous savez, pour les particuliers, on appelle ça du rachat de crédit. On essaie de maquiller, mais pour les particuliers, ce que fait la Côte d'Ivoire, on appelle ça du rachat de crédit. C'est-à-dire que vous avez un prêt, vous devez 100 000 francs CFA par exemple, vous devez rembourser ces 100 000 francs en 2 fois, 50 000 francs. Or, vous avez un salaire de 100 000 francs CFA. Donc vous voyez que si vous remboursez 50 000 francs, il ne vous reste que 50 000 francs à vivre. Comment vous vivez? Comment vous faites? Vous savez que vous n'allez pas payer vos factures, votre loyer, même nourrir vos enfants. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites en tant que particulier, vous faites du rachat de crédit. Vous allez voir un autre organisme, ou bien même le même organisme. Vous lui dites, bon, je veux que vous rachetez ma dette de 100 000 francs, parce qu'elle me pèse. Ce que je rembourse, c'est beaucoup. Et l'organisme de crédit va vous dire, bon, ok, moi je peux vous prêter les 100 000. Vous allez rembourser. Dans l'autre dispositif, dans l'autre dette, là vous remboursez en 2 fois. Moi je vous propose de rembourser en 4 fois. Donc on va dire, en ce qui concerne les pays, on appelle ça le délai de remboursement, c'est la maturité de la dette. Donc au lieu de rembourser en 2 fois, moi je vous propose de rembourser en 4 fois. Mais lui, le créancier, il va faire ses calculs, il dit, bon, vous me remboursez en 4 fois, mais vous payez 30 000 francs par mois. Évidemment, vous, ça vous arrange, vous qui êtes endetté, parce que auparavant, vous remboursiez 50 000 francs. On vous demande maintenant de payer 30 000 francs. Donc, vos prélèvements, vos cotisations, ce que vous payez,
au mois baisse. Donc vous gagnez 20 000 francs pour nourrir votre famille. Mais, à la vérité, la dette augmente. Pourquoi? Parce que 4 fois 4 multiplié par 3, ça fait 12. Donc, finalement, votre dette augmente de 20 000 francs. J'entends souvent, non, on ne prête qu'aux riches. Mais il faut savoir que, pour les particuliers, par exemple, ceux qui font du rachat de crédit s'enrichissent sur le dos de ces personnes qui sont en difficulté financière. Donc, quand une entreprise rachète votre dette, elle s'enrichit sur vous. Donc, quand on fait de la gestion proactive, on fait du refinancement, c'est ceux qui nous prêtent de l'argent s'enrichissent aussi sur le dos de la Côte d'Ivoire. Sachant que quand vous êtes endetté comme ça, vous payez ce qu'on appelle une prime de risque. La Côte d'Ivoire paye une prime de risque. Et depuis un moment, la Côte d'Ivoire s'endette sur le marché. Et il y a des fonds d'investissement qui ne font que prêter au pays. Ils sont spécialisés pour ça. Vous avez beau être en situation d'endettement, mais ils vont vous prêter de l'argent. Ce qui va changer, c'est qu'eux, ils veulent s'enrichir sur vous. Donc, vous aurez des taux élevés. Vous aurez une maturité longue. Mais cette longue maturité fait que la dette augmente parce que vous allez, comme l'exemple que je viens de vous donner. Donc, souvent, on ne prend même plus grand-chose, mais comme on fait de la gestion proactive, notre dette augmente sans en profiter. Imaginez, si en plus de 100 000 francs, vous prenez encore 120 000 francs. Donc, ça augmente votre dette. Et on est dans cette histoire de gestion proactive. Voyez-vous? Donc, ce que fait la Côte d'Ivoire, au lieu de rembourser, en fait, la Côte d'Ivoire transfère sa dette sur les générations à venir. C'est ça qui est mauvais. Si on avait aussi conçu, parce que pratiquement tous les ans, on fait, ou même tous les 2 ans, on fait de la gestion proactive. On s'endette tout le temps. Mais finalement, à un moment donné, avec la croissance économique, on n'aurait même pas dû. À un moment donné, vous avez la croissance économique. Pourquoi? Parce que la croissance économique est censée faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Mais malgré ça, vous vous endettez. C'est qu'il y a un problème. Je prends un pays comme le Japon, qui s'endette dans sa monnaie, qui s'endette les Japonais détiennent sa dette, les obligations de l'État. Aux États-Unis, pareil. Aller en France, et ces pays, ça c'est le premier argument. Le second, c'est que ces pays s'endettent à des taux très bas, souvent 1%. La dernière dette de la Côte d'Ivoire, c'est 6%, 6, et quelques %. Donc nous nous endettons à des taux élevés. Pendant que les grands pays s'endettent à des taux souvent moins de 1%. Donc, leur dette n'est pas chère. Sans oublier que, comme je l'ai dit, c'est une dette qui est interne, qui est intérieure, on va dire. Et donc, il ne faut pas se comparer à ces pays. Et puis, ces pays-là ont une économie dynamique, résiliente à long terme. Ce qui est différent de notre économie, ça c'est d'un. De deux, ces pays-là ont un taux de pression fiscale élevé. C'est-à-dire que quand vous avez un produit intérieur brut qui est élevé, vous devez pouvoir avoir des recettes fiscales d'un certain niveau. En Côte d'Ivoire, l'UEMOA dit que la Côte d'Ivoire, tous les pays, les membres de l'UEMOA doivent avoir une pression fiscale d'au moins 20%. Au moins. 2020, nous sommes à 15%. En 2024, on était à 14%. C'est-à-dire que nous sommes loin des objectifs. Mais si vous avez 47 000 milliards ou 48 000 milliards ou 50 000 milliards de PIB, on vous demande d'avoir au moins 20% de pression fiscale. On n'a pas ces 20%. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut taxer les plus pauvres. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont riches, qui ne payent pas l'impôt. Il y a des gens qui sont riches, qui ne paient même pas les taxes foncières, qui ne payent pas comme il se doit. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le code de l'investissement. On donne de l'argent à des entreprises pour investir. C'est-à-dire des entreprises qui allaient même venir sans ce code-là, on leur donne de l'argent pour investir en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on ne connaît même pas la dépense fiscale en Côte d'Ivoire. Combien paie le Trésor ivoirien, l'État de Côte d'Ivoire, pour que les entreprises puissent investir en Côte d'Ivoire? On ne sait pas exactement. Il y a des études qui existent. On ne sait pas. Donc, il faut revoir, par exemple, notre système fiscal. On l'a vu au Sénégal. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des dettes cachées. Et puis, si vous voyez les pays de l'AES, par exemple, ils fustigent le franc CFA, mais ils ne peuvent pas sortir du franc CFA.
Parce que quand vous sortez du franc CFA, que vous prenez votre monnaie, parce que le franc CFA est arrimé, on a la parité fixe avec l'euro. Donc quand vous sortez de votre monnaie, du franc CFA, que vous créez votre monnaie, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire veut créer sa monnaie, qu'est-ce qui va se passer? Si cette monnaie est plus faible que l'euro, notre dette, si elle est 2 fois plus faible, notre dette va augmenter parce qu'on aura une dette, une monnaie faible, du coup notre dette va augmenter. Si on a une monnaie forte, nos produits ne pourront pas se vendre, ne sont pas compétitifs à l'étranger, à l'international. Ce qui fait que des pays comme le Sénégal fustigent le CFA, mais ne sortent pas du CFA parce qu'il y a leur situation d'endettement qui est là. S'ils sortent, la dette augmente. Ils créent leur monnaie, la dette augmente. L'AES aussi, pareil. Donc, malheureusement, l'endettement va nous empêcher, par exemple, ou le prochain président qui va venir, s'il veut sortir du CFA, ça va être un problème pour lui, parce que s'il sort, il crée sa monnaie, déjà, ce n'est pas conseillé pour un État de créer sa monnaie à lui seul, parce que ça s'apprécie avec l'économie aussi. Donc, il faut avoir une économie forte pour avoir une monnaie qui puisse tenir la route. Ben, si vous créez votre monnaie, et qu'après l'économie a des difficultés, imaginez si la Côte d'Ivoire avait sa monnaie pendant la crise soit post-électorale ou alors à partir de 2002 quand on a eu la crise. Que serait devenue notre monnaie en termes de change ou enfin, sur le marché international? Elle aurait été dépréciée. Donc moi, honnêtement, je pense que la question de la dette, c'est un boulet, c'est un problème que nous traînons, que nous allons traîner pendant longtemps, parce que ce ne sera pas facile de rembourser. C'est près de 34 000, 35 000 milliards. Ce n'est pas en 3-5 ans qu'on va le faire. Il faut déjà, pour assurer la sécurité des populations, il faut renforcer les forces de sécurité. Il faut, là où il y a des besoins, il faut les combler. Il faut faire en sorte que les Ivoiriens, effectivement, se sentent en très bonne sécurité. Et il faut que les Ivoiriens voient des policiers partout, des gendarmes partout, pour qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils puissent vaquer à leurs occupations. Maintenant, concernant la défense nationale, je pense que la Côte d'Ivoire doit aussi renforcer sa défense parce qu'aujourd'hui, on a des difficultés avec les pays de l'AES, on ne sait pas ce qui peut se passer. J'espère qu'il n'y aura rien de mal. D'ailleurs, j'exhorte nos autorités à avoir une diplomatie ouverte avec ces pays-là. Ça va faire que bon, les Ivoiriens pourront vivre en bonne intelligence. Ben, moi, je pense que bon, c'est un choix. Hein. Je n'ai pas à commenter le choix de ce qu'ils ont fait, enfin le choix qu'ils ont fait de sortir de la CEDEAO. Honnêtement, ce sont des grands garçons, ils ont pris leur décision. Moi, je n'ai pas à commenter leur décision. Bon ou pas, vraiment, je ne suis pas originaire de ces pays-là, donc je peux pas commenter. Évidemment, on est bien obligé de collaborer. Celui qui est président est bien obligé de collaborer avec ces pays-là parce que nous sommes quasiment des frères et sœurs. Par exemple, les Burkinabés, il y en a plein en Côte d'Ivoire, il y a plein d'Ivoiriens au Burkina, pareil pour le Mali. Donc, on a les mêmes cultures. Non, on est obligé, on est condamné à vivre ensemble. Donc, il faut collaborer. Moi, je pense même qu'il faut avoir une diplomatie apaisée avec ces pays-là parce qu'on a intérêt à vivre ensemble.